Le débat de Smart Impact, ici depuis le Forum des projets urbains au Palais des Congrès à Paris. On parle maîtrise des consommations d'énergie en ville avec Isabelle Degnaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice du développement chez Efficacity et Benjamin Frémaux, bonjour. Bienvenue Bonjour. à vous aussi, le président du groupe IDEX. On commence par des questions toutes simples de présentation. Efficacity en quelques mots. Oui, écoutez, Efficacity, c'est un institut de recherche et développement et d'innovation. Il a été créé par l'État il y a 10 ans. Bon, on va bientôt fêter notre anniversaire. Et en fait, nous sommes précisément dédiés en fait à la transition énergétique des villes, donc à la réduction des consommations énergétiques. Pourquoi on a été créé? Parce qu'en fait, les villes, c'est 2 tiers des gaz à émissions de serre en France, Mmh. et c'est la même chose en fait pour la demande énergétique, hein, c'est les mêmes proportions. Mmh. Donc, Et donc ça suppose pas mal de partenariats publics-privés, ça fonctionne beaucoup comme oui, ça, les solutions que vous mettez en absolument. place? Oui, ça a été une volonté de l'État à notre création que de disposer de 3 grandes chaires, une chaire académique recherche publique, hein, Mhm. nous sommes quand même en R&D, une deuxième qui est vraiment en fait les meilleurs experts français industriels et ingénierie. Donc d'où le privé, et puis évidemment tout le collège des collectivités. Présentez-nous, Benjamin Frémaux, le groupe IDEX, il existe depuis combien de temps et qu'est-ce qu'il propose Alors comme le groupe service? IDEX, il a 64 ans cette année. Ouais. Donc c'est un groupe qui a été créé dans les années 60 par la famille Planchot et puis progressivement qui s'est autonomisé. Mhm. On est présent dans les infrastructures locales et décarbonées, notamment dans le domaine de la chaleur. Donc nous on fait tout ce qui est réseau de chaleur et de froid, Ouais. usine de valorisation énergétique de déchets, décarbonation de l'industrie également. Mhm. Et enfin, à l'échelle d'un bâtiment comme celui-là, on peut être amené à intervenir. Et d'ailleurs, moi, je joue à domicile aujourd'hui puisqu'on a des équipes qui sont présentes au Palais des Congrès pour faire le chaud et le froid de ce bâtiment, et notamment de l'hôtel attenant, qui est l'hôtel Hayat, Ben, on va qui est un rentrer, des très grands hôtels de Paris. on va rentrer dans le détail. Donc, Ouais, tout à fait. quelle solution, qu'est-ce qui nous permet d'avoir ni trop chaud ni trop froid ici, par exemple? Là, si vous voulez, on a des solutions de production, notamment à l'aide de thermofrigo-pompes. Mhm. On va également faire de la récupération de chaud à partir sur groupe froid, parce que lorsque vous produisez du froid, vous générez également du chaud. Et donc, Ouais. c'est de la chaleur fatale qui Mhm. peut ou pas être récupérée. Et en l'occurrence, ici, on récupère cette chaleur fatale. Et c'est ce type de solution qui nous a permis, au cours des années, de diminuer très très sensiblement les consommations du bâtiment, et donc ça fait des économies d'énergie pour le bâtiment, ça fait évidemment des euros en plus pour les locataires et les propriétaires, Mhm. et ça fait moins d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. C'est vraiment l'essence du métier d'IDEX aujourd'hui. On va rentrer dans le détail des solutions que vous proposez les uns et les autres. Isabelle Degnaud, votre approche, elle repose sur un certain nombre de grands principes. Est-ce qu'on peut dire que ça commence toujours par la mesure d'une performance énergétique, performance carbone des villes ou des quartiers? Oui, absolument. En fait, il faut d'abord, pour maîtriser sa demande énergétique, savoir quantifier, mesurer. Et pour cela, en fait, ça se fait en fait sur quatre sujets, hein, et ça rebondit en fait sur ce que vous disiez. C'est maîtriser d'abord les consommations énergétiques des bâtiments, en commençant par les bâtiments publics, hein, du Mhm. patrimoine public de la ville. Maîtriser son approvisionnement énergétique. Donc c'est ce sur quoi vous travaillez, c'est-à-dire les systèmes de production de chaleur, de froid des réseaux, mais aussi grâce à plus de flexibilité inter-énergie, avec par exemple le photovoltaïque et du stockage sur batterie. Il faut aussi verdir son mix énergétique, donc intégrer le maximum de gisements disponibles locaux et exploitable dans son mix. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, évaluer l'empreinte environnementale des projets d'aménagement. Donc, ce que l'on fait avec Urban Print. Mhm. Et donc, cette méthodologie que je viens vous décrire, en fait, elle correspond exactement en fait, à la fois aux besoins des collectivités et aux logiciels qu'on a pu développer. Quand vous parlez de demande énergétique, c'est quoi la demande énergétique d'une ville? Alors, C'est quoi? C'est ce dont elle va avoir besoin pour chauffer, éclairer? C'est voilà, quoi la exactement? demande énergétique, ça couvre en fait effectivement tous les besoins de consommation des bâtiments, mais aussi des besoins de production des systèmes du coup
de chaud, de froid, de gaz, élec, voilà, qui vont permettre de chauffer, de refroidir ces bâtiments en temps réel. Ouais. Benjamin Frémaux, les réseaux de chaleur, on va rentrer un peu dans le détail. C'est peut-être la principale activité du groupe IDEX. C'est une activité très importante pour le groupe. C'est une activité importante. Déjà, c'est quoi? Je vais poser vraiment une question de base, de béotien. Quand on parle d'un réseau de chaleur, c'est vrai que c'est des métiers qui sont beaucoup plus, qui ont pénétré beaucoup plus des pays comme l'Europe du Nord ou l'Europe de l'Est. En France, on se chauffe encore beaucoup, et c'est un peu bizarre, au gaz individuel ou à l'électricité. Les grille-pains qui se sont multipliés dans les années 70 dans nos villes. Le réseau de chaleur, ça permet d'avoir à l'échelle d'un quartier ou d'une ville des solutions de production centralisée, une production unique à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, et puis le réseau va amener cette chaleur ou ce froid à la disposition des différents bâtiments et faire monter cette chaleur ou ce froid à destination des usagers. Donc c'est ça un réseau de chaleur. Ça ne veut pas dire que le réseau de chaleur est nécessairement décarboné. Nous, c'est ce qu'on déploie aujourd'hui, mais historiquement, les réseaux de chaleur, ils ont fonctionné à tout type d'énergie. Oui, on peut avoir une centrale à charbon à côté qui va alimenter un réseau de chaleur. Je vous donne un exemple très concret, parce que nous, on est délégataire du réseau de chaleur de la Défense. C'est Generia qui est l'entité publique qui est le délégant. Et historiquement, dans les années 70, ce réseau fonctionnait au charbon. Donc c'est pas si loin. Donc le quartier d'affaires était chauffé au charbon, et puis progressivement, et c'est la force des réseaux de chaleur que d'accompagner le mix énergétique en fonction des besoins du moment. Et donc on est passé d'un réseau charbon en réseau gaz, fuel, et puis progressivement biogaz, biofuel. Et récemment, on a mis en service un très gros investissement pour faire fonctionner ce réseau en partie aux agropelés. Donc c'est de la biomasse. On va formuler des déchets agricoles pour leur permettre d'être transportés, stockés, et puis utilisés dans nos chaudières, dans d'anciennes chaudières fuel. Donc c'est vraiment, vous voyez avec cet exemple, l'évolution du mix énergétique d'une ville qui a besoin à la fois d'énergie, mais d'énergie de plus en plus décarbonée. Et c'est ça que permet le réseau de chaleur aujourd'hui. Et avec un enjeu de souveraineté aussi, parce que plus on avance vers les solutions que vous décrivez, moins on est dépendant de sources d'énergie qui peuvent venir de loin. Effectivement, ces dernières années, on a beaucoup parlé de décarbonation et de lutte contre l'effet de serre, lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. La souveraineté, c'est venu très fort dans le débat public. Avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, avec l'explosion du prix du gaz et donc par conséquence du prix de l'électricité. On a vu des tarifs multipliés par 5, par 10, c'était vraiment délirant. Et pour les abonnés qui soient industriels ou bâtiments publics, privés, connectés à des réseaux de chaleur qui fonctionnaient à la biomasse, on a eu une stabilité du tarif. Et ça permet effectivement d'avoir accès à une énergie qui est souveraine. On ne dépend pas de l'extérieur, on ne dépend pas de pays tiers, parce que nous, on ne produit pas de gaz en France, on ne produit pas de pétrole, on ne produit pas de fuel. Donc utiliser de la chaleur fatale, de la géothermie, de la biomasse en substitution de ces énergies-là, c'est pas simplement avoir une énergie à prix stable, c'est aussi être souverain, c'est-à-dire être indépendant de pays tiers. On voit bien que lorsque Poutine veut fermer le robinet, il peut le faire. Demain, Trump, on ne sait pas encore ce qu'il va faire de son gaz de schiste. Les réseaux de chaleur, c'est aussi une solution souveraine pour se chauffer dans nos villes. Et donc, évidemment, ça pose la question des moyens à la disposition des municipalités. En ce moment, il y a le Congrès des maires qui se tient pas très loin d'ici, porte de Versailles à Paris. Ça fait partie des enjeux sur lesquels vous travaillez, vous, à budget contraint. Comment réduire sa demande en énergie, comment adapter sa demande en énergie à ce contexte budgétaire? Oui, absolument. Donc en fait, un seul moyen pour justement arriver à maintenir l'effort malgré les restrictions budgétaires, c'est de prévoir à l'avance, c'est de modéliser, donc c'est ce qu'on fait, les quartiers, les villes, donc les différents besoins, etc. Et en fait, quand on dit maintenir l'effort, précisément avec moins d'argent, il faut faire autant ou en tout cas plus efficacement. Et donc justement, c'est pas qu'une question d'argent en fait, c'est une question aussi d'intelligence. Et moins on dispose d'argent, je dirais, plus il faut être efficace, mieux il faut choisir ses investissements. Et dans le cas précis, en fait, par exemple, lors de la rénovation énergétique, parce qu'on parlait là du coup des consommations des bâtiments, nous utilisons un outil qui s'appelle Power10,
qui a été développé avec le CSTB. Donc on travaille avec, comme je le disais, beaucoup d'instituts de recherche. Et donc en fait, sans se déplacer dans les bâtiments, sans entrer dans les bâtiments, on est capable désormais de modéliser des centaines de bâtiments justement dans les villes à partir de données de simulation et de répondre en un temps record en fait à la question majeure qui est avec le budget dont je dispose, autant réduit qu'il soit, à quelles économies d'énergie je peux prétendre. Autrement dit, par euro investi, comment je fais le maximum d'économies d'énergie, où est-ce que je vais économiser le plus de mégawattheures et avec quel ratio. Donc en fait, le logiciel, il va aller identifier les meilleurs scénarios de rénovation et il va sortir en termes économiques et environnementaux, les meilleurs résultats. Ça permet de tester une solution avant de la déployer, c'est ça? Ça permet de la tester, ça permet de scénariser, parce qu'en fait, avec autant de données et de variables, vous vous retrouvez parfois en fait, à devoir faire des dizaines de simulations, par exemple, par bâtiment. On a le cas, par exemple, de la ville de Noisy-le-Grand sur une rénovation de bâtiment de 200 bâtiments, c'est colossal. Ça représente 2000 simulations, si vous en faites 10 par bâtiment. Ouais. Donc voilà, moi je ne peux pas le faire, un Excel ne peut pas le faire. Il faut vraiment un vrai logiciel, un moteur de calcul, des belles interfaces, etc. Ouais. Je voudrais qu'on parle de déchets aussi, Benjamin Frémaux, parce que vous travaillez aussi sur la valorisation énergétique des déchets. Alors on parle de quels déchets et de quelle valorisation? On parle de tous les déchets, notamment des ordures ménagères. Enfin, on produit une quantité stupéfiante entreprises et ménages de déchets qui doivent être d'abord triés. Donc il y a évidemment énormément de contraintes réglementaires pour pousser au tri, mais ensuite ce qui n'est pas trié en France est soit enfoui, et ça coûte de plus en plus cher avec heureusement des taxes, la TGAP qui vient pénaliser l'enfouissement, et puis le reste est valorisé. Et donc nous, on est des énergéticiens qui concevons, construisons et puis exploitons des grosses infrastructures qui permettent de valoriser ce type de déchets. C'est ce qu'on fait par exemple à Villers-Saint-Paul pour le SMDO. On va investir une centaine de millions d'euros pour une troisième ligne qui sera à haute performance énergétique, qui permettra d'accepter des déchets industriels. Alors c'est la question que j'avais vous poser. Est-ce qu'il y a des déchets qu'on ne pouvait pas intégrer à cette ligne de valorisation énergétique qu'on réussit à intégrer maintenant? C'est exactement ça. Et donc on va pouvoir intégrer des déchets industriels à haut pouvoir calorifique, ce qu'on appelle haut pouvoir calorifique, c'est-à-dire qui génère de l'énergie, plus d'énergie que des ordures ménagères classiques. Et avec ça, on va produire de l'électricité, mais surtout, on va produire de la vapeur pour un industriel qui est Arkema, qui est attenant. Donc lui, il va bénéficier d'un prix, là aussi, souverain, garanti sur la durée, qui va lui permettre de substituer au gaz. Et puis, on va alimenter de nouveaux réseaux de chaleur qui vont alimenter toute la zone. Et donc, c'est vraiment l'exemple typique de ce qu'on peut faire grâce à un outil qui est une UVED, une unité de valorisation énergétique de déchets, relié à des réseaux de chaleur. Donc là, on a un écosystème local, à la fois industriel, à la fois en termes de consommation, de production, qui fonctionne de manière autonome. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et bon forum des projets urbains. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur Be Smart for Change, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.